Salut les amis, alors vous vous trouvez actuellement sur la vidéo du making of. Je viens tout juste de sortir mon nouveau reportage filmé entièrement avec la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite d'abord à aller le voir avant de regarder ce making of, ça sera un peu plus logique. Alors comme pour les reportages précédents, à chaque fois je sors également une vidéo making of. Je trouve que c'est assez intéressant, on va pouvoir parler de matériel, de l'équipement que j'ai utilisé sur le tournage. On va parler de mémoire, de batterie, comment j'ai enregistré l'audio. On va voir comment j'ai filmé l'interview, mais aussi je vais vous parler de certaines séquences comme l'introduction ou le petit montage de conclusion du reportage. Et puis on va parler comme d'habitude un peu des conditions de tournage, des contraintes voilà, qui sont liées aussi à ce type de vidéo. Et puis je vous parlerai aussi un peu de la post-production comme ce reportage a été entièrement monté et étalonné sur DaVinci Resolve. Et puis on a de la chance pour cet épisode, ma sœur a pu m'accompagner, c'est elle qui a fait les plans de ce making-of, donc pour une fois j'ai pas mal de plans assez jolis à vous montrer. Donc voilà, j'ai réalisé un reportage sur le cavalier voltigeur Sacha Fiquet, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors je sais pas si j'ai de la chance ou quoi, mais à chaque fois ça se passe super bien, on tombe sur des gens vraiment très cool et surtout passionnés. Et franchement il a été adorable, il y a sa copine Charlotte qui est venue aussi nous aider sur le tournage. Donc surtout n'hésitez pas à venir donner un petit message de soutien dans les commentaires du making-of et aussi du reportage, parce que voilà, c'est pas toujours évident de se faire filmer, d'essayer d'être naturel et puis de parler, de raconter son histoire à l'écran. Et je trouve qu'il a vraiment été superbe, en tout cas moi ça m'a passionné, donc n'hésitez pas à venir donner votre avis et un petit message de soutien dans les commentaires. Alors comme d'habitude, pour redonner un petit peu le contexte de ces vidéos, l'idée du reportage c'est d'accompagner un artisan, un sportif, une association, une compagnie et de les présenter en vidéo, mais c'est aussi essayer de raconter leur histoire et de vous les faire découvrir. Donc moi dans ma tête j'essaye de faire une vidéo à mi-chemin entre le reportage et le documentaire, donc c'est pour ça qu'on est sur un format assez long. C'est vrai que le gymnaste et le luthier, la vidéo tourne autour de 10 minutes et là on est plus autour d'une demi-heure, mais voilà, j'avais pas envie de couper trop l'interview, de couper leur histoire. Là je trouve qu'il y a beaucoup de choses à raconter et puis quitte à avoir filmé beaucoup d'images, autant vous les montrer. Alors évidemment il y a une contrainte de temps comme pour tout projet. Alors là ça se passe sur une journée, une petite journée, donc effectivement il faut pas lambiner, hein, il faut quand même aller assez vite, il faut pas trop se poser de questions. Donc ça c'est une petite contrainte, mais moi je trouve que la contrainte de temps elle est aussi intéressante parce que du coup on va aux choses essentielles et on est obligé de faire des choix pour avoir une histoire à raconter et des séquences à montrer. Et puis l'autre contrainte comme à chaque fois, c'est que en fait j'arrive dans un nouvel univers que je ne connais pas vraiment. Je suis déjà allé dans un centre équestre, je suis déjà monté à cheval, mais c'est vrai que j'ai jamais filmé voilà, de cheval, de cavalier. Donc à chaque fois voilà, il y a de la découverte, il faut s'adapter. J'ai pas fait non plus trop de repérage des lieux, donc encore une fois il y a une petite part d'improvisation là-dessus, et moi c'est ce que j'aime bien dans le reportage, ce petit côté un petit peu d'improvisation et de découverte. Et puis également autre contrainte, autre facteur, c'est la caméra. Là je travaille sur un nouveau modèle, les caméras Blackmagic, j'avais pas trop l'habitude de travailler avec, donc évidemment à chaque fois il faut apprivoiser la bête. Là j'avais pu l'avoir depuis quelques semaines en main, donc je me suis pas lancé les yeux bandés comme ça à l'inconnu, je connaissais un petit peu les menus de la caméra et puis j'ai pu commencer à développer quelques habitudes et réflexes sur cette caméra. Alors je vais commencer par vous parler de l'interview. Comme d'habitude c'est un moment, une séquence très importante dans mes reportages parce que c'est le fil directeur, la colonne vertébrale, vraiment le cœur de mon reportage. Alors c'est vrai que je pourrais faire des séries de micro-trottoirs à des endroits différents, mais pour l'instant je préfère avoir une seule interview, avoir quelque chose d'un peu plus uniforme comme ça tout au long du reportage. Alors pour l'interview, au début on était parti sur un lieu un petit peu différent, enfin toujours au centre équestre, mais plutôt au niveau des box, juste à côté il y a un bâtiment qui est ouvert, qui donne sur l'extérieur. D'ailleurs il y a des illustrations là-dessus quand ils préparaient la selle du cheval, quand ils étaient en train de le brosser, c'était à cet endroit-là. Et c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que c'était vraiment le bon endroit? J'ai vite hésité et finalement j'ai changé d'avis parce que là du coup on avait un fond sombre. L'idée c'était éventuellement de le placer juste devant le box, mais du coup il y a l'entrée de jour juste devant, on a un truc hyper contrasté, donc je me suis dit non, ça va être trop risqué, autant assumer le lieu jusqu'au bout, soit on est en intérieur, soit on est en extérieur, mais pas entre les deux. Du coup on a trouvé un petit endroit un peu plus loin devant une carrière. Il a attaché le cheval, comme ça on a le contexte en permanence à l'écran, et puis là on est vraiment en extérieur et on a quelque chose d'un petit peu plus sûr. Alors évidemment j'étais un peu hésitant au début parce que voilà, on peut avoir
avoir des fausses teintes, des nuages qui passent devant le soleil, d'autant plus que la météo en ce moment c'est assez compliqué, en tout cas chez nous en Normandie. Et c'est vrai qu'on avait décalé une fois le tournage et lundi là ça devait être la journée de la semaine qui devait être la plus stable avec un peu de soleil et du coup ça va. Alors on a eu des petits changements évidemment d'exposition durant l'interview, mais voilà, comme parfois il y avait du bruit, il y avait soit une voiture ou un cavalier qui passait pour aller faire travailler son cheval dans le manège, donc à chaque fois j'ai pu reprendre un petit peu l'exposition et la réadapter. Donc non, il n'y a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Et puis dans tous les cas, j'ai filmé en RAW avec la Blackmagic 6K Pro, donc je savais que j'avais une certaine marge, une certaine sécurité en étalonnage. Je pouvais retrouver des informations si jamais le plan commençait à être un petit peu surexposé. Alors au niveau du matos, qu'est-ce que j'ai utilisé pour l'interview? Donc comme d'habitude, on a 2 caméras. Moi, je préfère en avoir une supplémentaire. Comme ça, au montage, c'est plus facile pour couper les dialogues et c'est toujours une sécurité. Et puis voilà, le montage est un peu plus dynamique. Alors le plan large, c'est la Blackmagic, voilà, c'est mon angle principal. Et en seconde caméra, juste sur le côté, c'est le gros plan, j'ai utilisé le Sony A7C. Donc très simple, mais elle fonctionne bien. Et puis j'utilise la A7C parce qu'il n'a pas de limite d'enregistrement. Il chauffe quasiment pas, donc typiquement pour une interview assez longue, voilà, c'est le candidat idéal pour une deuxième caméra. Alors sur la Blackmagic, j'ai utilisé le 16-35 mm f4 en monture EF, donc Canon. Et puis sur la A7C, j'ai utilisé le 85 mm f1.8, voilà, c'est la focale fixe entrée de gamme chez Sony, j'aime bien l'utiliser pour les gros plans. Donc rien de bien compliqué. Au niveau du trépied, alors là il y a du changement par rapport à d'habitude. Pour supporter la Blackmagic 6K Pro, j'ai utilisé un nouveau trépied, c'était le moment de le tester, et en fait c'est un trépied vidéo de chez Benro, c'est le Tortoise 34 CLV, donc de chez Benro avec la tête S4 Pro. Donc pour moi c'était vraiment le bon moment de tester ce trépied vidéo. C'est une gamme assez récente chez la marque, et ce que j'aime beaucoup avec ce trépied, c'est qu'en fait il ressemble un petit peu à un trépied photo. Alors on n'a pas de colonne centrale, donc on a quelque chose de très stable, mais après tu vois, ça ressemble vraiment à un trépied photo. En fait, quand il est replié, on a quelque chose de très compact, et pour moi ça c'était vraiment très intéressant parce que du coup sur le reportage c'est beaucoup plus facile de le ranger, de le sortir, de le trimballer avec soi. Alors là j'avais de la chance, j'avais ma sœur qui était là aussi pour filmer le making of, mais pour m'aider à transporter le matos d'une séquence à une autre et d'un lieu à un autre. Mais en plus de ça, on a quand même les caractéristiques d'un trépied vidéo, donc on a des jambes quand même assez robustes, assez solides. Alors elles sont conçues en fibre de carbone, donc en final on a quand même quelque chose d'assez léger, mais voilà, on a un bon maintien au sol. Et pour supporter le poids de la 6K Pro, surtout avec le rig, l'objectif, avec le moniteur, donc voilà, je sais plus, on devait être vers 2-3 kg, plus les batteries, on devait être facile à 3-4 kg. Donc je voulais pas tenter le diable avec les petits trépieds KNF Concept que j'utilise habituellement, avec les boîtiers hybrides Sony. D'ailleurs j'ai utilisé le TM23-24 que je possède depuis 3-4 ans pour le Sony A7C. Avec ce boîtier hybride, il n'y a aucun souci, mais avec la Blackmagic, je préférais utiliser un trépied un petit peu plus gros. Et puis on va le voir tout à l'heure, je me suis aussi servi de ce trépied quand je filmais au téléobjectif pour avoir quelque chose de très stable. Et puis l'intérêt de cette tête, c'est qu'il y a quand même des petites frictions, donc tu peux faire des panneaux verticaux, horizontaux quand même assez fluides, donc ça c'est super. Ensuite au niveau de l'enregistrement audio, au niveau des micros, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors le micro principal qui était sur le vêtement de Sacha, j'ai utilisé tout simplement un micro cravate. Pour moi jusqu'à présent ça fonctionne bien pour mes reportages, et le micro cravate il était connecté au kit Rode Wireless Go, le petit système HF très simple, il fonctionne bien et voilà, j'aime bien l'utiliser. D'ailleurs je suis en train de l'utiliser là pour enregistrer ma voix sur ce face caméra, et l'intérêt avec la Blackmagic 6K Pro c'est que je peux utiliser 2 micros en même temps, il y a plusieurs entrées, donc j'ai pu connecter le kit Rode Wireless Go sur le port mini jack, et puis j'ai utilisé un micro Canon, c'est le MKE 600 de chez Sennheiser. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais je pense que je ferai une review dédiée à ce micro dès que je l'aurai bien testé. Et ce micro est relié en XLR, alors en mini XLR sur la 6K Pro, et le micro est alimenté en 48 volts fantôme. Et donc là du coup j'ai un micro de sécurité si jamais j'ai un problème avec le micro cravate, mais on va dire que c'est pas le meilleur emplacement parce que là je suis quand même à 2-3 mètres du sujet, donc je suis très loin, et si je devais me servir de ce micro, on aurait beaucoup de bruit environnant. L'idéal ça serait de venir le mettre en plongée sur une perche juste au-dessus du sujet, juste en hors champ, au-dessus du cadre. Mais voilà, ça fait du matos à installer en plus, à se trimballer, du coup
l'installation de l'interview est un peu plus longue. Donc pour l'instant, je l'utilise en tant que micro caméra. Et puis sur le Sony A7C, j'utilise un autre micro caméra, c'est le Deity VMic D3 Pro. Et puis comme ça, j'ai encore un autre micro au cas où il y a un problème avec le micro cravate sur Sacha. Alors une des choses qui était très important sur ce reportage et puis surtout avec la Blackmagic 6K Pro, c'est le support d'enregistrement. Alors il faut savoir que cette vidéo, ce reportage, il a été filmé entièrement en 6K, donc plein capteur, pleine résolution, et j'ai filmé en B-RAW, donc le RAW de chez Blackmagic. Et forcément du RAW 6K, ça crée des fichiers qui sont quand même assez lourds. Alors ce qui est bien avec Blackmagic, c'est qu'il nous propose plusieurs niveaux de compression. Il y a du 3 par 1, du 5 par 1, du 8 par 1 ou du 12 par 1. Moi là pour le reportage, je voulais quand même pas trop compresser la vidéo, c'est quand même un moment unique, c'est l'occasion de faire des beaux plans. Donc j'ai pas filmé en 12 par 1. Pour l'interview, j'étais en 8 par 1 et pour la moitié des plans d'illustration, je devais être en 5 par 1. Mais du coup, il faut prévoir beaucoup de mémoire. Alors moi, j'ai craqué, je préfère pas trop prendre de risques avant le tournage. Donc finalement, j'avais pris deux cartes CFast 2.0 de la marque Angelbird parce que la 6K Pro a deux slots pour carte mémoire. Donc un slot pour CFast et un slot pour SD. Du coup, j'avais pris une 256 Go et une 512 Go de la marque Angelbird. Alors c'est un budget, clairement, elle coûte très cher, mais je me suis dit au moins comme ça, j'aurai des cartes CFast et si jamais j'ai d'autres caméras qui ont besoin de ce type de carte, eh bien je les aurai. Et puis là, au moins pour ce tournage, j'étais plus serein, j'étais sûr que j'allais avoir un support d'enregistrement qui allait fonctionner. Mais du coup, rien que pour l'interview, j'avais consommé toute la 256 Go. J'avais même consommé une carte SD de 64 Go, ça c'était parti en 10 minutes. Et puis j'avais entamé au moins la moitié la 512 Go. Donc il fallait vraiment ça au minimum. Et puis même après, avec toutes les illustrations, les différentes séquences, j'ai rempli entièrement la 512 Go et j'avais commencé à remplir le disque externe d'1 Tera que j'avais pris en même temps que les CFast. C'est également un disque de chez Angelbird. C'est une marque quand même assez fiable, assez connue. Donc voilà, j'ai préféré pas prendre de risques et donc j'avais deux CFast, une petite carte SD et un disque dur externe au cas où. Et puis si jamais j'avais un problème quelconque, j'avais aussi un disque SSD d'1 Tera un Samsung T5. Donc le support d'enregistrement très important, mais ensuite l'autre élément très important, c'est l'alimentation de la caméra, la batterie, l'autonomie des batteries. Alors c'est vrai que sur les anciennes versions, la version 4K et la version 6K de la Blackmagic Pocket, c'était les LPE6. Là, avec la 6K Pro, on passe sur les NPF 570, donc la capacité est un peu plus large, mais quand même c'est un peu juste. J'avais fait des tests en enregistrement continu, en 6K ça avait une batterie, ça dure environ 55 minutes, donc c'est pas énorme, ça part très vite. Alors des batteries comme ça, j'en avais 5, donc j'en avais quand même quelques-unes au cas où, mais j'étais pas sûr de pouvoir faire un tournage complet avec ces batteries. Donc l'autre option, c'était quoi? C'était d'utiliser des batteries V-mount. C'est vrai que j'avais vu avec les Blackmagic Pocket, les gens aiment bien créer des rigs et justement utiliser une batterie V-mount. Alors je vais vous faire très prochainement une review sur les batteries V-mount que j'ai utilisées. Alors c'est des batteries V-mount de la marque Bebob. C'est une marque assez connue dans ce domaine. Et d'ailleurs, si vous faites attention sur les photos de tournage, que ce soit les courts-métrages, les longs-métrages, on voit souvent leur batterie accrochée aux caméras. Et l'intérêt de leur batterie, en tout cas de cette gamme de batteries, la gamme micro, c'est qu'elles sont très compactes et relativement légères pour une batterie V-mount. Alors la batterie V-mount, son intérêt, c'est qu'elle a une capacité beaucoup plus importante que les petites batteries habituelles de ces boîtiers. Et puis elle a une puissance aussi plus importante. Mais voilà, sur ce tournage, j'avais deux batteries V-mount. Pour l'interview, je crois que j'avais commencé avec la 150 watts et pour toutes les autres séquences, les plans d'illustration, j'avais utilisé la 98 watts qui est un petit peu plus légère que la 150 et franchement, elle m'a duré toute la journée, elle était même pas vide à la fin du tournage. Donc là encore, les batteries V-mount, c'est un investissement, mais une fois que vous les possédez, vous allez vite les rentabiliser, vous allez les utiliser tout le temps. Et puis franchement, sur un tournage, tu peux alimenter ton moniteur, un système de transmission HF, ta caméra, et du coup, tu n'as plus à te préoccuper de la batterie. Et quand tu es tout seul sur le tournage à t'occuper du son, de l'éclairage, de la caméra, du cadre, c'est vraiment un soulagement de travailler avec des batteries qui ont une capacité très grande comme celle-ci. Donc voilà grosso modo pour la partie interview. Ensuite, il y a eu beaucoup d'illustrations. La grande majorité des illustrations, j'étais en caméra à main levée. Moi, j'aime bien être dans cette config en reportage. Alors là, le petit doute, le risque
que j'avais, c'est que la Blackmagic 6K Pro, elle n'a pas de capteur stabilisé comme j'ai l'habitude de travailler, par exemple avec la FX3, la 7S3, les deux caméras avec lesquelles j'ai fait des reportages, eux, ils ont des capteurs stabilisés. Donc quand tu fais de la prise à main levée, c'est quand même mieux, mais du coup, c'est pour ça que j'avais choisi le 16-35 mm EF f4 de chez Tamron, parce que l'optique est stabilisée. Donc ça, pour moi, c'était une sécurité, c'est une aide. Après, j'ai remarqué que quand même, il y avait certains plans qui tremblent. Alors, j'ai alourdi mon setup, j'ai créé un petit rig autour de la 6K Pro. En principe, plus ton setup est lourd et plus tu as de chances d'éliminer les vibrations que tu pourrais transmettre à la prise de vue. Et puis l'autre intérêt de mon rig, c'est qu'avec la batterie V-mount qui ressort un petit peu comme ça en arrière, je peux la poser sur moi et du coup ça rajoute un troisième point de contact et en principe on a quelque chose d'un peu plus stable. Je pense que ça a beaucoup aidé, j'ai fait quelques suivis comme ça à main levée en marchant, même en travelling, et c'est vrai qu'on a moins de saccades, mais voilà, je trouve que ça bouge encore un peu, je suis pas totalement satisfait à ce niveau-là. Alors après, il y a d'autres solutions, soit utiliser beaucoup plus le trépied, ou alors utiliser aussi le monopode, ça peut être une solution, mais c'est vrai que moi j'adore faire du main levée et vraiment voilà, être très mobile comme ça sur un tournage. Alors après il y a le système Easy Rig, peut-être que ça pourrait être une solution, faudrait que je teste ça prochainement. Donc voilà, majoritairement pour ce reportage j'ai fait des prises de vue à main levée avec le 16-35 mm f4 de chez Canon, mais j'ai aussi utilisé le 70-200 mm f2.8 à monture EF, toujours de chez Canon. C'est vrai que pour ce tournage je voulais avoir un téléobjectif, avoir une longue focale, comme je savais pas trop si j'allais pouvoir m'approcher du cheval, et voilà, pour avoir aussi une composition un petit peu différente. Pour certains suivis c'est plus facile d'être au téléobjectif. Donc c'est la version 2, c'est pas la version 3 hein, du 70-200, mais ouverture à f2.8 en tout cas, c'est un très bon objectif. Et donc par contre je l'ai pas utilisé à main levée, je l'ai utilisé sur le trépied vidéo dont je vous ai parlé un peu plus tôt, pour avoir quelque chose de beaucoup plus stable. Et justement avec les frictions du trépied vidéo, j'ai pu faire des suivis plus naturels, plus fluides, sans secousse. Par contre, ne faites pas comme moi, en principe j'aurais dû remettre un plateau rapide sous le collier du téléobjectif et puis mettre ce plateau sur le trépied pour avoir quelque chose de plus équilibré. Mais là, comme je voulais pas perdre de temps, j'enlevais juste le follow focus et voilà, je mettais le téléobjectif et je pouvais tout de suite lancer l'enregistrement. Après, il aurait fallu que j'ai peut-être un plateau un petit peu plus long parce que du coup, là, j'étais limité, je pouvais pas pousser la caméra pour équilibrer le tout sur le trépied. Donc voilà, je sais qu'avec le téléobjectif, là, je suis pas très bien équilibré sur le trépied, mais au moins ça me permettait de ne pas perdre de temps sur le changement d'optique et de pouvoir enchaîner tout de suite. Alors si je devais vous faire une petite critique honnête de mon reportage, si je prends un point de vue de spectateur et que j'essaye d'analyser ce que j'ai fait, il y a des choses que j'ai bien aimées. C'est vrai que c'était pas facile, voilà, filmer un cheval, c'est pas toujours évident. De toute façon, dès qu'il y a un travail avec des animaux, il faut être très observateur, être patient et puis être quand même assez réactif. Alors là, du coup, comme j'ai une interview de 30 minutes, il me fallait quand même pas mal d'illustrations pour rythmer finalement le reportage et rythmer la vidéo, que ça soit quand même assez visuel et qui des illustrations qui viennent appuyer ses propos. Alors évidemment, je peux pas tout filmer, j'ai pas pu filmer des joutes ou des spectacles, des choses comme ça. Mais voilà, sur cette petite journée, j'ai essayé de faire un maximum d'illustrations. Je trouve que ça manque peut-être encore un petit peu. Éventuellement, j'aurais pu faire peut-être une séquence juste les chevaux tout seuls dans un pré comme ça, tranquille, ou de les voir un petit peu jouer comme ça avec Sacha. C'est vrai que ça, j'y ai pensé après le tournage et je pense que ça a pu manquer peut-être un peu dans ce reportage. Alors après, vous avez vu, il y a des séquences filmées, il y a des moments où vraiment il n'y a plus d'interview et il y a un fond de musique. J'essaye de faire ça de temps en temps à différents endroits pour faire respirer un petit peu la vidéo. Alors très important pour moi la séquence d'intro. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à chaque fois j'essaye de prendre un petit moment pour raconter une petite histoire, en tout cas faire une petite mise en scène. J'aime bien introduire mes reportages de cette manière et c'est vrai que là finalement je suis assez content de la séquence d'intro. Alors on l'a fait très rapidement, c'est vrai qu'en forêt là non plus c'est pas toujours évident, mais voilà, je suis assez content parce que finalement la séquence je l'avais imaginée comme ça. Alors j'avais pas forcément imaginé cette ambiance avec ce fond musical, notamment les deux derniers plans beaucoup plus stables, beaucoup plus posés où lui il est au pas. J'avais pas forcément pensé à ça, mais c'est vrai que quand j'ai vu le terrain, un petit peu le lieu, je me suis dit que ça serait le plan parfait pour voilà, introduire notamment le texte, le titre du reportage. Et finalement avec la musique, je trouve que c'est assez intéressant. On a l'impression un petit peu de voir le début d'un long métrage, d'avoir un guerrier, un mousquetaire qui revient de mission et qui revient chez lui voir ses proches. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette séquence d'intro. Après, il y a eu une petite séquence dans le pré. Là, c'était assez rapide, notamment c'est les seuls moments où j'ai fait un petit peu de slow motion. Donc là encore, c'était un endroit assez sympathique.
Il y a eu l'autre séquence de voltige. Là encore, j'avais pas mal de plans à cet endroit-là que j'avais pas utilisé ailleurs, donc j'ai préféré faire une petite séquence comme ça. Et là, c'est vrai que c'était pas évident non plus pour cette séquence de voltige parce que du coup, il a fait travailler son cheval à la longe, donc ça tourne en cercle comme ça. Et c'est ce qu'il m'avait dit pour voir les figures, les différentes évolutions qu'il faisait sur le cheval, il fallait être à l'intérieur. Donc ça donne un point de vue assez sympa, mais du coup, pour faire varier les angles, c'est assez compliqué. Et puis moi, je dois suivre le sujet, donc je tournais comme ça en 360. Et très honnêtement, au bout de 3-4 tours, j'avais déjà la tête qui tournait un petit peu. Et puis ensuite, il y avait cette séquence de fin. Alors c'est quelque chose auquel j'avais réfléchi un petit peu avant le tournage. Alors j'avais pas l'idée des plans en tête, mais je savais que je voulais voilà, faire une petite séance de liberté comme ça avec le cheval, sans selle, sans forcément de harnais. Et voilà, je voulais terminer sur la séquence de liberté entre l'homme et le cheval. Je trouvais que c'était assez intéressant. Alors là non plus, ça n'a pas été évident à filmer. Alors j'ai essayé de temps en temps de faire des gros plans, parfois juste d'avoir des plans de mouvement où il venait se repositionner, évidemment d'avoir des plans de caresses, de voir la connexion, la relation entre lui et son cheval. Et puis après, c'est une histoire de montage, mais voilà, c'était pas forcément très évident. En tout cas, je savais que c'était une séquence importante parce que je voulais finir sur vraiment la relation homme-cheval. Et puis justement, à la fin, quand il a fait ce plan où le cheval donne sa patte, et puis justement, en plus, Soigno, son cheval baissait, inclinait la tête à ce moment-là, donc on a vraiment l'impression qu'il le salue. Donc je trouvais que c'était assez sympathique de finir sur ce plan. Alors comme je vous disais en début de vidéo, au niveau de la post-production, donc montage, étalonnage, tout ça j'ai fait sur DaVinci Resolve. Toutes les vidéos de la chaîne depuis quelques mois sont faites entièrement sur DaVinci Resolve. Finalement, je me suis assez vite habitué à ce logiciel et comme j'ai aussi envie de progresser en étalonnage, autant faire également le montage sur ce logiciel. Alors voilà à quoi ressemble la timeline, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tu vois que j'ai une ligne pour l'interview, donc pour le plan large, et puis j'ai une autre piste pour le plan serré, et puis j'ai mes illustrations au-dessus. Je fais attention de bien préserver également l'audio des illustrations, les bruitages, si jamais j'ai besoin de les utiliser, un petit peu de musique. Voilà, rien d'extraordinaire, mais il faut essayer de rester un minimum organisé. Alors là, j'ai pas utilisé de code couleur. La dernière fois, je l'avais fait sur Premiere Pro. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de s'organiser au maximum parce que voilà, 30 minutes, un reportage, si on a partout, ça devient vite agaçant et on a tendance à se perdre et à perdre du temps. Donc voilà un petit peu l'idée. Et puis au niveau de l'étalonnage, évidemment, il y a pas mal de choses à faire hein, parce que l'image, par défaut, elle est comme ça. Voilà, elle est totalement neutre, hein, c'est du RAW, enfin c'est comme un log, et sur notre plage dynamique, toutes nos informations, tout est resserré au milieu, et l'idée c'est de venir redonner du contraste. Alors il y a plein de méthodes différentes. Moi pour l'instant je pars d'une lutte, voilà, pour avoir à peu près une base en Rec 709. Si je t'affiche la lutte, tu vois ça ressemble à ça, donc on a quand même une image, bon, en plus la lutte n'est pas très saturée, ça manque un petit peu de contraste, enfin là on a vraiment un truc très basique et si je vous montre mon étalonnage, on arrive sur quelque chose comme ça, donc on est quand même sur quelque chose d'un peu différent. Encore une fois, hein, l'étalonnage c'est quelque chose de très subjectif, de très personnel, donc tu vois que j'ai plein de notes différents, voilà, j'ai fait une sélection, je peux te montrer, j'ai fait une sélection sur le visage, une sélection sur le ciel, une sélection plus sur la chemise, sur le blanc, une sélection sur le pantalon, une sélection sur le vert. Bref, il y a plein de choses, il y a un petit peu de vignettage. Voilà, je te parlerai un petit peu peut-être de ma structure de nodes, même si pour l'instant je cherche un petit peu. C'est vrai que des structures de nodes, il y en a plein et chaque étalonneur a une structure de nodes assez différente. Donc voilà, grosso modo, moi, voilà ce que j'ai fait. Alors, tu vois, la 7C, on est également sur quelque chose d'assez similaire. Hein. Ça, c'est le plan de la 7C. Alors, évidemment, je n'ai pas utilisé la même lutte, mais tu vois, ça, c'est la lutte que j'ai utilisée sur le S-Log 3, donc du Sony A7C. Et puis ensuite, j'ai fait mon étalonnage. Et l'idée, c'était de retrouver plus ou moins la même chose que sur le plan large. J'y suis pas totalement. Je pense que j'aurais pu pousser encore un petit peu plus loin. Mais bon, au bout d'un moment, il faut avancer. Mais je trouvais que j'avais réussi à trouver un résultat assez proche. Et puis voilà, après, pour les illustrations, bah, y a de tout. Tu vois, là encore, on a un plan à cheval. Si je te montre que la lutte, tu vois qu'on a quelque chose quand même assez... voilà, un petit peu sombre forcément parce que il faut qu'on préserve des informations dans le ciel. Et ensuite, c'est à l'étalonnage de créer notre ambiance. Moi, je voulais pas quelque chose de trop sombre, voilà, parce qu'on a un cheval un peu blanc et si on veut des informations, garder quelque chose d'assez inspirant, assez joyeux. Donc voilà,
J'ai évidemment monté un petit peu le gamma, mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, tu vois, je vais te montrer juste ce plan-là, par exemple. Tu vois, ça c'est la lutte. Donc tu vois, la lutte, théoriquement, ça suffit pas. C'est pas suffisant, ça donne une bonne base. Tu vois, si je te montre la lutte avant-après, au niveau de notre plage dynamique, on a une base pour travailler. On retrouve un contraste intéressant, mais ensuite, il y a plein de choses à faire au niveau des couleurs, essayer de localiser son contraste. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses et tu vois, ça c'est ma retouche. Si je te le montre en plein écran, tu vois, ça c'est la lutte et ça c'est ma retouche. Donc voilà. Alors il y a juste sur la fin, la séquence finale avec la partie en liberté avec Soigno. Là, j'ai pas utilisé de lutte, mais j'ai utilisé une conversion d'espace colorimétrique. L'objectif, c'est de retrouver un équivalent de Rec 709. Tu vois que ça, avec le Rec 709, ça ressemble à ça. Donc on a là, pareil, quelque chose d'un petit peu fade, qui manque de saturation, de contraste. Et puis après, avec l'étalonnage, je suis allé chercher d'autres couleurs, mais là justement j'avais fait le test, il y a une petite différence entre la lutte et la conversion d'espace de couleurs. Justement avec la conversion d'espace de couleurs, en tout cas là avec la Sika Pro, avec les fichiers Blackmagic, on a tendance à avoir des tons orange. Le jaune a tendance à être un petit peu plus orange et le vert, le jaune a tendance à être un peu plus vert émeraude. Alors là je l'ai traité un petit peu, mais tu vois avec la conversion d'espace colorimétrique, par défaut, on a quelque chose d'un peu plus comme ça. Tu vois, le vert, il est plus proche du turquoise et le jaune, il est plus proche du orange. Et du coup, il y avait un changement un petit peu trop important par rapport à tous les autres plans d'illustration du reportage. Donc j'ai fait quelques modifications pour retrouver un petit peu le style qu'on avait au début. Donc voilà pour l'étalonnage, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Encore une fois, moi c'est quelque chose que je découvre petit à petit, c'est quelque chose que j'adore. Et là pour ce reportage, j'avais bien pris 1 à 2 journées pour faire que l'étalonnage. Donc c'est vraiment une étape très importante dans la post-production, je trouve, l'étalonnage. Tu crées vraiment des ambiances avec ça. Et puis là, vraiment le plaisir, c'est d'utiliser le RAW Blackmagic. Et vous l'avez vu dans le reportage, j'ai filmé quand même beaucoup de scènes où on est quasiment à contre-jour et le sujet est un petit peu dos au soleil et pourtant on arrive à avoir des informations, à conserver des informations dans les hautes lumières au niveau du ciel et à conserver des informations au niveau du sujet, sur nos tons moyens, sur nos tons les plus sombres. On a vraiment beaucoup d'informations qu'on va pouvoir retrouver et utiliser pendant cette phase d'étalonnage. Donc voilà grosso modo pour ce making of les amis, j'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé ce reportage. Ça a mis du temps à venir, c'est toujours un petit peu long de trouver les bons sujets pour les reportages. Mais voilà, c'était vraiment l'occasion pour tester la Blackmagic Pocket Sika Pro. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette caméra, je me suis vite habitué. Là, pour une fois, c'était l'occasion justement de créer un rig, d'avoir une utilisation un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et ça, je vous le recommande, pas forcément de changer tout le temps de caméra, on n'a pas tous cette possibilité, mais d'essayer peut-être de nouvelles configs, de nouvelles choses. C'est assez enrichissant, je trouve, et voilà, c'est encore de nouvelles expériences. Alors, ce qui est bien avec la Sika Pro, c'est vrai que les filtres ND, ça fait gagner du temps, et soit j'ai ajusté un petit peu l'exposition avec l'ouverture, mais la plupart du temps, j'ai essayé juste de le faire avec les filtres intégrés de la caméra. Donc c'est vrai que c'est quand même assez sympa, c'est un gros plus. Et puis après, voilà, le RAW Blackmagic, c'est vraiment un plaisir à travailler en post-production. Ça fait pas du tout ramer la machine, c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Alors moi, j'ai monté, j'ai étalonné mon projet en 1080, mais quand même, avec du RAW Sika, tu vois que ça ramait pas du tout, même avec un node de réduction de bruit actif. Voilà, je pouvais relire ma prise sans trop de ralentissement et ça c'est vraiment un plus. Et puis au-delà de ça, l'interface de la caméra est très sympa, ils ont des menus très épurés, mais je vais aborder tout ça dans le détail dans la review de la Sika Pro qui va arriver d'ici peu de temps. Ah oui, et c'est vrai que je vous ai pas parlé aussi de l'écran, du moniteur, j'ai utilisé le Ninja 5 de chez Atomos, voilà. Ça fait plusieurs années que je l'utilise et alors là du coup j'ai pas du tout fait d'enregistrement externe via HDMI justement via l'Atomos, mais j'aime bien l'utiliser, j'aime beaucoup l'écran, notamment pour le focus picking. Donc là encore la mise au point a été faite manuellement sur ce reportage et avec le focus picking je trouve que ça va tout seul. Alors la Sika Pro a quand même un très bon écran, il ne faut pas lui enlever ça, mais c'est vrai que moi je suis habitué avec le Ninja 5, j'aime bien avoir un petit écran comme ça sur le boîtier, donc je continue de l'utiliser. Donc voilà les amis pour ce making of, j'espère que ça vous a plu. Je préfère sortir en même temps le reportage et le making of, enfin il y a peut-être juste 15 minutes de différence entre la publication de chaque vidéo, mais au moins vous finissez le reportage, vous pouvez enchaîner tout de suite avec le making of. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à passer dans les commentaires, c'est très important pour moi pour cette vidéo, que ce soit
dans les commentaires du reportage et du making of. N'hésitez pas à venir donner votre avis. Et puis si vous avez envie aussi de mettre un petit message de soutien à Sacha, ça serait super cool. Il a vraiment été adorable, très disponible pour le reportage pendant toute la journée. Donc ça fait vraiment plaisir pour moi en tant que vidéaste, bah voilà, de pouvoir filmer quelqu'un d'aussi sympa et de passionnant. Et j'espère que ça s'est ressenti à l'écran, notamment pendant l'interview. Donc voilà pour ce reportage et ce making of. Alors en principe, il y a encore un autre reportage que je vais filmer d'ici très peu de temps, également avec la Sika Pro. Je voulais en faire deux, voilà, avoir deux expériences concrètes dans des environnements un petit peu différents et pouvoir vous montrer bah voilà, un projet fini de A à Z et puis pouvoir vous montrer des images. Peut-être que vous recherchez une caméra, peut-être que la Sika Pro vous intéresse et si c'est le cas, bah, j'espère que au moins ce reportage et ce making of, ça vous donne une petite idée un petit peu plus précise de ce que vous pouvez faire avec ce genre de caméra. Voilà les amis, merci infiniment pour votre soutien. Comme d'habitude, il y a tous les liens en description de la vidéo. Et puis si vous voulez en savoir plus sur Sacha, je vous ai mis également ses réseaux sociaux dans la description de cette vidéo. Bon, voilà, fin de vidéo. C'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!